Le système éducatif ivoirien a été successivement influencé par la tradition, l'islam, puis le christianisme intervenu sur le territoire à la faveur de la colonisation du pays. Dès l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, les pouvoirs publics ont placé l'éducation nationale au rang des priorités et ont affiché leur volonté politique de scolariser à 100% les enfants du pays. Considérée comme une priorité, l'éducation en Côte d'Ivoire traverse tout de même une importante crise consécutive. Convaincus qu'il y a de l'espoir, dans cette émission, nous avons choisi d'aborder comme sujet l'éducation et la formation des jeunes, une initiation à la bonne gouvernance. Eh bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Manuela Bayela, titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'une maîtrise en droit public, option carrière administrative, créatrice de l'initiative Influence qui œuvre pour l'éducation et la formation, la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et en Afrique. Manuela, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Que le plaisir est pour moi. Il n'y a pas que ça, nous avons fait une omission. Elle est également engagée religieusement. Elle est militante dans plusieurs mouvements, à savoir CVAV, Enfants de cœur, chorale, responsable paroissial et membre du Bureau national Mouvement Eucharistique Jeune, en abrégé MEJ, responsable Afrique de l'Apostolat, Génération Déborah et Lapidote, abrégé également AIGDL, Association religieuse de leaders chrétiens. Voilà, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Voilà. Alors, dans cette émission, nous avons deux articulations. La première, invitée à la barre, et la seconde, en clair. Commençons par la première. Très bien, nous voici dans notre première rubrique. En cette année 2021, vous avez créé l'initiative Influence qui a pour mission d'impulser le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique par l'émergence des leaders transformationnels. Quelles ont été vos motivations personnelles et sociales en vue de créer cette initiative? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de cette initiative. Influence est née d'un besoin de voir les pays d'Afrique passer à un autre niveau de leur développement. Et pour ce faire, nous avons choisi, en tant que jeunes, de nous engager dans notre communauté et d'agir dans des sphères que sont l'éducation et la gouvernance. Vous l'avez dit, nous voulons contribuer justement au développement de notre société et nous avons décidé pour cela de pouvoir faire émerger ces leaders-là qui participeront à la transformation de notre continent. Donc notre cible, c'est les jeunes et nous militons pour l'investissement sur le capital humain, pour la culture de la formation et de l'apprentissage et puis également pour une gouvernance axée sur la transformation. Voilà. Très bien. Et de façon spécifique, il s'agit pour votre organisation de contribuer, vous l'avez dit, par ces actions à la reconstruction d'un socle de sociétés propices à un développement durable et intégré, prenant en compte principalement les jeunes. Vous avez déjà parlé de votre cœur de cible. Mais revenons sur un point très important. Si on parle de reconstruction, c'est que quelque part, il y a eu destruction. Et quels sont les dégâts que vous avez pu constater et quelles sont les causes selon vous? Alors, vous savez que notre société, donc notre pays, a été fortement impacté par plusieurs crises culturelles, politiques et économiques. Et ces crises-là ont eu un effet dans des secteurs importants, spécifiquement dans le domaine de l'éducation et de la gouvernance. Donc notre rôle, c'est d'essayer par notre engagement de reconstituer ce socle-là, de le redynamiser, afin que les personnes qui excellent dans ce domaine-là soient une plus-value pour le développement de notre continent, globalement. Quels sont les dégâts vraiment constatés? Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes-là, ces hommes, ces Africains à arriver là? Bon, pour vous voulez parler des causes politiques? Certainement, ou encore peut-être des causes sociales, c'est vous qui voyez. Selon vous, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui a favorisé ce désordre-là? Au niveau des crises, au niveau des crises, bien évidemment. Au niveau des crises,
je voudrais d'abord m'axer sur les effets, comme vous avez dit, les effets au niveau du système éducatif. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, notre système éducatif a été impacté dans les différents maillons de la chaîne d'apprentissage. Vous verrez rarement, par exemple, aujourd'hui, dans des établissements, des bibliothèques, par exemple, vous verrez très peu de cantines. Ce sont des éléments, c'est tout un environnement qui a bénéficié à nos aînés et qui aujourd'hui manque et ne permet pas forcément les conditions réelles de l'apprentissage des jeunes. Pour revenir aux causes politiques, c'est relativement délicat, hein, mais je pense qu'essentiellement, c'est une perte de valeur. Parce que notre devise, c'est l'union, la discipline et le travail. À partir du moment où nous n'arrivons pas à mettre au cœur de tout développement l'union qui suppose l'acceptation des différences des uns et des autres, la gouvernance partagée, on aura un problème de leadership, un problème de vision pour pouvoir avancer. Donc, globalement, c'est ça. Très bien. Alors, le thème gouvernance revient très souvent dans vos propos. Alors, qu'est-ce que vous entendez par gouvernance? Alors, la gouvernance, c'est la capacité, ou du moins, je dirais la capacité pour une personne de pouvoir impulser une dynamique de développement dans un contexte donné, orienté sur des fondements spécifiques. Donc, ces fondements spécifiques-là peuvent être des valeurs, peuvent être des objectifs précis que nous nous donnons d'atteindre sur une échéance donnée. Voilà. Alors, vous avez décidé de vous intéresser aux jeunes. Oui. Pourquoi cette tranche de la population et pas une autre? Très bonne question. L'Afrique est l'un des rares continents qui est caractérisé par son capital humain. Le capital humain de l'Afrique est jeune. La population de l'Afrique est évaluée à peu près 1 milliard d'habitants. Et sur ces 1 milliard d'habitants, vous avez plus de la moitié, donc plus de 50%, dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Ce qui revient à dire qu'il relève de la responsabilité de cette génération-là de pouvoir confronter les défis liés à notre temps pour permettre à notre continent de mieux conduire les changements et pérenniser les acquis au développement. Donc pour ce faire, nous essayons par la sensibilisation de faire déjà comprendre aux uns et aux autres, donc aux jeunes, leurs responsabilités dans leur engagement communautaire dans leur société pour que eux demain, ils puissent être une plus-value, je disais d'entrée, être une chance pour pouvoir booster le développement de l'Afrique. Très bien. Alors la grande majorité des pays africains est encore à la croisée des chemins, des parlements aux ordres, des systèmes éducatifs où les apprenants veulent dicter les règles, des systèmes éducatifs mitigés par des grèves, des forces de police soupçonnées de corruption, des juges et des journalistes pas toujours honnêtes et indépendants, une société civile qui semble ne pas connaître son rôle d'éveil de conscience, une presse inféodée au pouvoir. Bref, quel regard portez-vous sur le système éducatif ivoirien? Alors, pour moi, il ne faut pas cracher dans la soupe. Pour moi, le système éducatif ivoirien est un des systèmes, en tout cas en Afrique, qui a fait ses preuves. Vous l'avez dit tout à l'heure, entre 1960 et 1990, le système éducatif ivoirien a réussi à faire éclore une élite qui a conduit les changements jusqu'à nos jours. Malheureusement, à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui, donc depuis quasiment 30 ans, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises. Donc les crises économiques, les crises politiques qui ont fortement impacté toute la chaîne, disons les maillons essentiels de la chaîne d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je l'avais déjà dit, vous voyez que l'environnement éducatif n'est relativement pas favorable à l'apprentissage. Vous avez très peu de bibliothèques, vous avez très peu de commodités qui permettent... Ont été remplacées aujourd'hui par des médiathèques. Oui, mais ce n'est pas toujours suffisant parce que quand nous savons aujourd'hui justement que dans certaines contrées, dans les zones rurales par exemple, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet. Tout le monde n'a pas forcément accès à Internet, tout le monde n'est pas forcément lettré. Donc, il est nécessaire quand même de mettre à disposition des élèves des bibliothèques qui permettent de faciliter la recherche, qui permettent de faciliter l'apprentissage. À côté de ça, je parlais des commodités. Aujourd'hui, face au nombre pléthorique des élèves, il y a une très faible capacité d'accueil au sein des établissements. Et cela pose le problème du suivi des élèves qui lui aussi a un impact sur la qualité de l'enseignement. Donc c'est tout un environnement aujourd'hui qui a été totalement chamboulé. Et je voudrais justement profiter de votre question pour exhorter les uns et les autres à poser un regard important sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est la clé, le fondement de tout développement. Nous demandons
aux autorités en place ou aux organisations de la société civile de militer justement en faveur de la redynamisation de la chaîne de l'éducation. Il faut mettre à la disposition de nos frères, de nos sœurs, ce dont ils ont besoin pour pouvoir accéder à la formation. Également, c'est vrai que dans ce sens-là, dans le sens de la gratuité, le gouvernement en place a fait beaucoup d'efforts, mais il faut aller au-delà. Il faut valoriser et soutenir toutes ces personnes-là qui arrivent tant bien que mal à avoir des résultats excellents. Il faut les porter, il faut les valoriser, de sorte qu'ils soient un exemple à suivre dans leur environnement. Très bien. Alors, nous ne sommes pas en train de renier l'importance de la lecture, d'où la multiplication de bibliothèques dans les établissements. Il ne faudrait pas oublier aujourd'hui que les jeunes sont beaucoup plus portés sur le numérique. Est-ce que ce n'est pas une façon c'est pas une sorte d'hameçon qu'on leur lance pour les attirer? Quand on ouvre des salles informatiques dans des établissements, au lieu et place de bibliothèques, peut-être qu'ils sont désertes, donc on préfère ouvrir des bibliothèques, des médiathèques, des salles informatiques, des cyber, même au sein des établissements, au profit au détriment peut-être des bibliothèques. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'évidemment, nous sommes en transition. Nous sommes en train d'arriver justement à cette génération-là qui est complètement ancrée dans le numérique. Mais également, il y a cette génération qui n'a pas encore réussi son intégration. Et il y a des zones. Lorsqu'on fait notre analyse sur le système éducatif, nous prenons encore toutes les zones. Ne nous limitons pas, par exemple, aux zones citadines, à Abidjan. Nous allons au fin fond. Dans les zones rurales, vous verrez des enfants ou des communautés qui n'ont même pas encore accès à l'électricité. Donc, qui ont besoin de livres, qui ont besoin de documents physiques pour pouvoir approfondir leur apprentissage. C'est pour cela que justement, lorsque nous sommes en train de faire le grand saut au numérique, il faut vraiment mieux négocier la transition pour ne pas léser une tranche de la population. Alors, comment réussir la formation des jeunes qui semblent eux-mêmes pas soucieux de leur avenir, en faisant référence aux grèves, aux congés de fin d'année, au cours de l'année académique qui sont imposés? Les dates ne sont pas respectées, les élèves veulent aller même avant les dates proposées. Bon, on a l'impression qu'il y a de l'insouciance derrière. Comment réussir donc leur formation? Votre question est pertinente parce que à bien analyser le comportement de certains jeunes, il faut éviter de vite nous juger. Souvent, il faut essayer de voir derrière ce comportement, quel est le message. À bien analyser le comportement de ces jeunes, nous rendons compte que les commodités oblige ces jeunes-là à avoir des comportements pour revendiquer certains besoins. Donc, je parlais tout à l'heure des commodités. Vous irez dans certains établissements qui n'ont peut-être pas de table-banc. Vous demanderez à des jeunes d'apprendre dans des conditions qui sont difficiles. Ils seront toujours enclins à faire des grèves. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément donner la vraie raison, mais au fond, lorsque vous leur posez la question de savoir mais qu'est-ce qui motive telle chose, derrière, il y a un réel besoin de s'affirmer. Il y a un réel besoin de s'exprimer. Donc, à partir de votre question, je pense que la première des choses, c'est de créer un cadre d'échange avec les jeunes, un cadre d'échange avec les élèves qui leur permet eux-mêmes de pouvoir exprimer leurs difficultés et leurs besoins. Parce que nous sommes dans une crise aussi de génération. Ce qui a marché peut-être pour des générations avancées ne va pas forcément marcher. Nous n'avons pas été impactés par les mêmes événements. Mais à côté de cela, ce que nous faisons au niveau de l'initiative Influence, c'est justement ces caravanes de sensibilisation-là. Nous essayons de rentrer dans des établissements, de parcourir les établissements pour responsabiliser dès la base les jeunes à leur engagement à la société. Leur dire que de par leur activité, de par leur apprentissage, ils sont déjà une richesse pour leur communauté, ils sont déjà une richesse pour leur continent. De par leur apprentissage, ils sont censés développer des compétences qui permettront de pouvoir innover, faire évoluer la société. C'est un point important parce que je fais partie de cette génération-là qui ne savait pas forcément ce pourquoi on partait à l'école. Et ça biaise la motivation à la base. Lorsqu'un enfant sait que quand il part à l'école, il est censé produire un changement dans son environnement, même dans sa famille, ça change son regard sur l'apprentissage. Ça lui donne envie, il se sent important, ça lui donne envie de pouvoir s'investir davantage, de pouvoir mieux apprendre et il se projette déjà dans sa communauté. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'école gratuite, mais est-ce que cette gratuité, elle est à 100%? Parce que il ne suffit pas seulement de dire que l'école est gratuite et puis aller
aller dans un établissement, comme vous l'avez dit, il y a des commodités qui ne sont pas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être franc avec les parents, dire quand même qu'il va falloir donner une certaine somme d'argent pour que les enfants soient à l'aise dans les salles de classe? Parce qu'on se base là-dessus, au fait. Il n'y a pas que on parle aujourd'hui d'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation, il y a également la santé. On parle de santé gratuite. Mais quand même, quand on part à l'hôpital, il faut avoir un carnet de santé. Cela a un coût. Il faut avoir un thermomètre. Cela a un coût. Donc, à l'école également, c'est pareil. Donc, ce n'est pas gratuit à 100%. Donc, si quelque part, aujourd'hui, on a envie de dire à qui la faute? Si ces enfants-là se retrouvent dans des salles de classe où il n'y a pas de banc, il n'y a pas de table, ils s'asseyent à même le sol pour prendre les cours, à qui la faute? Tout de suite, on dira, ce sont les autorités. Exactement. Mais est-ce que ce sont les autorités seulement qui ont leur part de responsabilité dans l'éducation d'un enfant? Est-ce que les parents, quelque part, aussi n'ont pas leur part de responsabilité? Est-ce que quelquefois, les sollicitations, peut-être, elles sont un peu trop répétitives et tout ça, ce qui... peut-être suscite de l'énervement. À chaque fois, il faut demander de l'argent pour acheter le balai. À chaque fois, mais ce n'est pas l'État qui va venir faire ça. L'État, c'est qui aujourd'hui? C'est le parent, c'est le peuple aussi. Tout le monde a inclus. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas aussi repartir les responsabilités dans cette histoire? Tout de suite, tirer à boulet rouge sur l'État. Bon, est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, sur ce point-là, les responsabilités sont partagées. Mais la première des choses que nous faisons, ou bien la première des choses qui relèvent des positions des uns et des autres dans la société, c'est déjà de mettre en évidence le fait que dans un État, la responsabilité de l'éducation, de la formation revient premièrement au système gouvernemental. Voilà, la première des choses. Donc, il en découle des responsabilités, comme je disais, de structurer le domaine, de l'organiser, de le reformer, mais aussi de mieux négocier certains virages importants, comme les virages démographiques. Nous sommes une population qui croît rapidement et nous sommes, les autorités sont censées prendre en compte cet aspect-là pour mieux envisager certaines perspectives. À côté de cela, c'est vrai que certains parents se plaignent du fait que au sein des établissements, il y a beaucoup de documents annexes qui sont vendus. C'est un volet qui est à prendre en compte. L'État est censé avoir un regard sur toutes les autres contributions annexes qui sont demandées aux parents. Mais c'est vrai, pour l'éducation d'un enfant, l'État n'est pas le seul responsable. Les parents ont le droit de suivre leurs enfants. Les parents ont le devoir de suivre leurs enfants, de leur donner des conseils, de leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir mieux apprendre lorsque, dans les faits, l'État n'arrive pas à assurer à 100%. Voilà. Bien. La jeunesse, père de l'homme futur. Comment initier les jeunes au leadership, à la bonne gouvernance, tout azimut, dans tous les domaines, je veux dire, lorsque les modèles sociaux qui leur sont présentés sont quelquefois à plaindre? C'est une question d'actualité. Qui est une question très très pertinente dans la mesure où justement nous savons que la jeunesse c'est le cœur de la société, c'est le cœur du développement de notre communauté. Je pense que la première des choses c'est déjà de réaliser que nous avons peut-être un problème de modèle. C'est déjà de le réaliser et de valoriser. Je le dis tout le temps, il faut valoriser. Nous, quand nous partons dans les écoles, nous valorisons des modèles de réussite, des personnes qui ont eu un parcours relativement atypiques et qui peuvent inspirer d'autres personnes. Donc, il faut valoriser les modèles de réussite, il faut les mettre en avant, il faut investir sur ces modèles-là et leur permettre, eux aussi, à leur tour, de pouvoir tirer les autres vers le haut. C'est une stratégie qui est à intégrer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit dans la vie professionnelle. Il faut axer certains axes sur la méritocratie et la promotion. C'est le seul moyen, à mon sens, ou du moins le moyen le plus important, pour permettre aux uns aux autres de s'inspirer de notre vécu. Vous avez parlé de modèles qui sont présentés, effectivement. Lorsqu'on présente un modèle, c'est une façon subtile de le dire, faites comme. Si nous présentons des personnes, que ce soit dans nos communautés chrétiennes, que ce soit dans nos sociétés, que ce soit dans l'administration publique, si nous présentons des jeunes qui sont qui ont des postes de responsabilité, qui ont la capacité de pouvoir changer les choses, je pense que les uns et les autres se sentiront obligés de faire comme. Voilà. Alors, notre monde est de plus en plus impacté par les influences sociales et culturelles. Selon vous, quels en sont les avantages et les inconvénients sur le développement des jeunes Ivoiriens, voire même les jeunes Africains? Les influences sociales se sont accrues avec la mondialisation et l'avènement également du numérique. Et aujourd'hui, malheureusement, elles ont eu pour effet de pouvoir accroître, par exemple, le flux migratoire
Et la problématique du terrorisme, c'est malheureux parce que... Ce sont les inconvénients. Exactement. Les inconvénients négatifs. Exactement. C'est malheureux parce que justement, je pense que l'ouverture devrait être source d'inspiration. En tant que jeunes, les influences sociales devraient nous permettre, nous, aujourd'hui, elles ont eu pour avantage, par exemple, de rendre accessible la communication, l'information. Elles devraient nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous former. Aujourd'hui, la formation est accessible. On n'a même pas besoin de se déplacer d'un pays à un autre pour se former. C'est aussi un moyen de pouvoir créer des cadres d'échange, pouvoir s'inspirer des expériences des uns et des autres. Je prends un pays comme le Rwanda, où les jeunes aujourd'hui sont vraiment investis dans la société. Nous pouvons nous inspirer de leur exemple, nous pouvons créer des cadres d'échange, pouvoir s'inspirer des exemples des uns et des autres, et nous aussi dupliquer des modèles dans notre environnement. Voilà. On a pensé que cela était impossible sur notre tropique ici, mais la crise sanitaire nous a ramenés à l'ordre. Je pense que ce moyen de communication, Internet, a été vraiment très prisé, très utilisé durant cette crise sanitaire qui se poursuit malheureusement. Justement, et je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour revenir à la crise de la COVID-19, pour dire que c'est une crise qui amorce de grands bouleversements et nous allons ressentir les effets de cette crise-là sur de longue durée. C'est donc le moment de saisir l'opportunité de pouvoir innover dans tous les domaines. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation et de formation, on est obligé, Internet par exemple peut être une aubaine pour pouvoir pallier au déficit, au manque de capacité par exemple. Aujourd'hui, les élèves sont peut-être pas forcément obligés d'aller dans des salles de classe pour se former. Nous devons développer des mécanismes pour permettre aux uns aux autres d'avoir accès à la formation en permanence. Il y a aussi le fait que, voilà, enfin, globalement, voilà. Parler d'élèves, cela aussi nous ramène à penser encore aux zones rurales. Ce n'est pas toujours accessible pour ces élèves-là qui se trouvent dans ces zones. Bon, il va falloir peut-être demander aux autorités de faire des efforts pour peut-être mettre ces enfants-là à jour, en fait. Une chose est sûre, c'est que nous sommes sur un territoire et la position des uns et des autres ne devrait pas être un désavantage, au contraire. Donc, les chances doivent être partagées. L'égalité doit pouvoir toucher toute personne au minimum d'actions qui sont posées sur toute l'étendue du territoire. Quelle que soit notre localité aujourd'hui, on ne devrait pas souffrir d'éducation, on ne devrait pas souffrir d'eau, d'électricité, parce que nous sommes loin de la capitale, non. Au contraire, c'est un moyen de pouvoir accroître et tendre davantage les besoins vitaux aux uns et aux autres. Voilà. L'éducation et la formation des jeunes sont une priorité, mais leur insertion sur le marché du travail est de plus en plus difficile. Donc, la solution la plus prisée aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Selon vous, quels sont les défis liés à l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire ? Alors, la question de l'employabilité est une question à la fois pertinente et vaste parce qu'elle met en évidence, à mon sens, deux problématiques majeures. La première, c'est la question de l'autonomisation financière des jeunes et la deuxième, c'est la question de la compétence et de la formation. Donc, je voudrais commencer. Je pense que dans la suite logique des choses, à mon sens, la formation induit l'autonomisation financière. Quand on parle de formation, on ne parlera pas forcément de formation d'enseignement scolaire, d'enseignement général. Il faut justement étendre la formation à toutes les couches de la société. Il faut permettre, par exemple, à nos jeunes frères qui n'ont pas forcément connu un cursus normal d'avoir accès à l'alphabétisation qui peuvent leur permettre d'avoir des diplômes aujourd'hui. Il faut faire une sensibilisation accrue dans ce domaine-là, permettre aux uns aux autres, quel que soit leur niveau, quelles que soient les situations, d'accepter, d'apprendre par le moyen de l'alphabétisation. À côté de cela, je pense qu'il faut développer des compétences, peut-être par des formations très courtes, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour permettre de développer une expertise dans des domaines stratégiques. Je disais d'entrée, il faut créer un cadre de formation, par exemple, pour des aides ménagères, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier sous d'autres cieux. Pour nos frères et sœurs qui ont des métiers qu'on appelle petits métiers, mécaniciens, des métiers techniques, mais qui sont des expertises à exploiter. Ce sont des métiers aujourd'hui qui peuvent nous permettre, d'une façon ou d'une autre, de résoudre le problème de l'employabilité.
À côté de cela, vous savez, nous avons des défis importants. Des défis, par exemple, liés à l'énergie, parce qu'aujourd'hui, notre population croît. Donc, la couverture en énergie devient encore plus compliquée. En 2050, selon les prévisions de l'ONU, la population africaine passera de 1 milliard à 2 milliards. Donc, ça pose la question de l'alimentation, de la création d'un environnement intérieur pour pouvoir avoir des financements, une économie solide. Donc, il faut développer des secteurs comme l'agriculture, des secteurs comme l'énergie, pour permettre aux uns aux autres de pouvoir s'intégrer, innover et créer la richesse et la formation. Voilà. Bien. Alors, pensez-vous que l'entrepreneuriat est la solution idoine aujourd'hui à ce problème de l'employabilité? Si oui, est-ce que tout le monde est destiné à entreprendre? Alors, tout le monde n'est pas forcément destiné à entreprendre. Ça, déjà, je pense qu'il faut qu'on soit à l'aise avec ça. On n'est pas obligé d'entreprendre. Mais c'est vrai que l'employabilité est une réponse parce que aujourd'hui, face à la situation actuelle, l'entrepreneuriat est une solution à l'employabilité parce que l'entrepreneuriat, justement, a pour mission de générer, de contribuer à la création d'un environnement qui permet à d'autres personnes de s'insérer dans le tissu professionnel. Donc, c'est une option. Mais à partir du moment où on l'identifie comme une solution, il est nécessaire de créer un cadre environnemental favorable à son éclosion et à sa pérennité. Donc, il faut déjà songer à un cadre légal qui favorise la protection du business des uns et des autres, un cadre qui encourage à l'investissement dans ce domaine-là, mais également il faut encadrer les jeunes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des structures en place, mais très peu de jeunes ont l'information qu'il faut pour pouvoir mieux structurer leur business. Donc, il y a déjà ce volet-là, à mon sens, qui est nécessaire et qui doit être pris en compte. Voilà. Bien. Le développement humain intégral. Au cours d'un colloque sur Populorum Progressio, le pape est revenu sur la question du développement humain intégral, qui pour lui est très important. Nous le citons. Il s'agit d'intégrer les divers peuples de la Terre, le devoir de solidarité qui oblige à chercher de justes modalités de partage. Intégrer signifie offrir à des modèles effectifs d'intégration sociale. Tous contribuent à donner à l'ensemble de la société, tous ont une particularité qui peut servir au vivre ensemble. Personne ne peut être privé d'apporter quelque chose au bien de tous. Pensez-vous que le vivre ensemble est une priorité aujourd'hui pour les Africains dont les milieux de vie se transforment malheureusement en théâtre de violence? Évidemment, le vivre ensemble est une priorité dans la mesure où elle conditionne la gouvernance partagée. Donc aujourd'hui, effectivement, la position du pape révèle qu'au plan mondial, nous avons une crise de mœurs. Nous avons un véritable problème de vivre ensemble et c'est le lieu d'attirer l'attention de toutes les couches sociales, gouvernants, population, tout le monde confondu, pour qu'ensemble nous puissions faire accepter nos différences, nous puissions faire accepter chacun dans sa particularité, contribuer au bien-être, tout simplement. Moi, je pense que, je le disais d'entrée, ce sont des programmes à créer. Il y a des programmes sur les soft skills, par exemple, qui permettent la formation, le développement des formations humaines, la gouvernance partagée, le travail en équipe, des bases de société sur l'union qui permettent de pouvoir bâtir des sociétés fortes, des sociétés qui ne souffrent pas de s'affaisser au moindre soubresaut économique ou politique. Voilà. Alors, ces personnes qui, selon vous, sont chargées de faire les formations, est-ce qu'elles sont suffisamment armées aussi? Est-ce qu'on en a assez aujourd'hui pour faire la formation de tout ce monde? Alors, la question de la formation ne se résume pas seulement au système éducatif. Je pense que nous, par exemple, au niveau des associations, ce que nous faisons, c'est créer des programmes, créer des événements autour de ce genre de formation, par exemple. Donc, c'est déjà d'ouvrir nos communautés à accueillir ce genre de formation qui rassemble en général des jeunes dans des quartiers, qui rassemble en général les jeunes dans des églises pour ensemble discuter autour des thématiques importantes. Il faut également ouvrir
permettre aux associations de s'exprimer. Vous savez que la société civile, vous en parliez tout à l'heure aujourd'hui, est très fustigée et donc ça reste un frein pour certaines personnes de pouvoir s'engager dans certaines causes. Donc, il faut permettre aux uns aux autres de pouvoir s'ouïr et s'investir, s'engager dans ces domaines-là pour mettre à disposition de tous l'information sur la pertinence de certaines valeurs. Voilà. Alors, parler de formation, c'est vrai que vous aviez parlé d'aller peut-être vers la population, faire établir le rapport de proximité. Mais quelquefois, il n'est pas rare de voir des formations, par exemple, la publicité de certaines formations qui sont très importantes, très intéressantes, mais qui ont un coût. Et cela vraiment freine certaines personnes qui veulent bien participer. Et quelquefois, même, il n'y a pas que le coût. Quelquefois, on vous dit l'événement va se dérouler dans un endroit, un certain standing. On se dit, tiens, est-ce que je peux y aller? Donc, il y a tout ça aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir certainement ce volet-là? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut déjà savoir que lorsque nous sommes entrepreneurs sociaux, en tout cas pour ceux qui sont entrepreneurs sociaux, l'idée, ce n'est pas forcément de se faire de l'argent. Donc, il faut trouver la cible où elle se trouve. Il faut trouver la cible dans tous les quartiers, il faut trouver la cible dans les zones rurales et leur donner l'information. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut la rendre accessible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque organisation, en fonction de sa cible, est censée se donner l'environnement qui lui convient pour pouvoir distiller l'information à qui de droit. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que ce genre de thématiques doivent être... faire partie des angles stratégiques de développement de grande envergure, de sorte à permettre, je dis par exemple à la télévision, on peut faire passer régulièrement des spots dans ce sens-là, de sorte à permettre aux uns aux autres d'avoir l'information qu'il faut, de savoir que nous sommes en train de développer une éducation sociale. Nous sommes dans une démarche commune qui permet à tout le monde de pouvoir prendre le tournant de cette évolution sociale dont on a tant besoin. Voilà. On parle de la télévision et tout ça. Est-ce qu'il n'est pas intéressant même d'aller dans les établissements où se trouvent certains jeunes gens? Bien sûr, pour cette formation. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous, avec le programme que nous avons mis en place qui s'appelle Influence Tour, nous allons justement dans les établissements parce que c'est là le cœur des cibles des jeunes, justement. Mais ça peut aller plus loin. Vous avez des gens, par exemple, aujourd'hui, nous avons, il n'y a pas longtemps, été approchés par une communauté qui demandait de former justement des femmes à l'alphabétisation. Donc, en étant en train de réfléchir à ça, nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller les trouver par exemple dans les marchés? Parce qu'elles sont dans les marchés pour la plupart. Donc je disais qu'en fonction de l'objectif que nous visons, il faut justement trouver la cible où il faut parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de venir à nous. Voilà. Très bien, nous revenons encore au Saint-Père. Alors pour lui, le développement humain intégral prend en compte les différents secteurs, les différents systèmes à l'œuvre, notamment l'économie, la finance, le travail, la culture, la vie familiale, la religion. Alors vous, en tant que responsable engagé dans plusieurs mouvements et associations religieuses de leaders chrétiens, quelle stratégie proposez-vous pour un meilleur développement humain intégral des jeunes? Alors, c'est la première des choses déjà, je veux m'adresser par exemple aux jeunes chrétiens catholiques, parce que nous sommes chrétiens catholiques. On constate que nous sommes pour la plupart très engagés à l'église et lorsque nous arrivons dans nos sphères d'influence, donc dans le milieu professionnel, nous sommes très timorés. La première des choses à faire, c'est de s'imprégner justement de ce genre de messages-là, comme que distille le Saint-Père, pour pouvoir les imprégner dans notre environnement professionnel. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que nous ne sommes pas forcément obligés de brandir des pancartes un peu partout, mais ce n'est pas notre vécu quotidien que nous imposons ce style de vie-là, par notre capacité à travailler dans la discipline, par notre capacité à pouvoir imposer, j'ai envie de dire, le règne de Dieu, de vraiment donner un message. Voilà. Également, il faut s'engager. Il faut demander aux jeunes de s'engager dans la politique. Il faut demander aux jeunes de s'engager dans l'administration publique, même si on a l'impression que c'est vieux jeu, mais c'est en s'engageant, en perçant certaines sphères, en y arrivant, qu'une fois là-bas, nous arriverons à nous faire entendre.
nous arriverons à impulser des changements. Pour revenir, par exemple, au système administratif ivoirien, système administratif africain, je disais que si aujourd'hui, avec un téléphone, on a la possibilité de pouvoir régler ses factures, en principe, avec un téléphone, on devrait être capable de pouvoir bénéficier de certains services comme faire son extrait de naissance, faire son casier judiciaire. Mais pour cela, il faut que nous, jeunes, nous prenions l'espace. Il faut que nous arrivions et que nous faisions savoir nos besoins qui répondent juste aux besoins de notre temps, que nous déployions des stratégies pour permettre aux uns aux autres de pouvoir emboîter ce pas du changement. Voilà. Très bien. Alors, malheureusement, la première partie de cette émission tentons de toucher allègrement à sa fin. Mais avant, permettez que je fasse une petite synthèse que j'ai préparée. Le secteur éducation-formation constitue un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Un système éducatif qui doit faire face à de nombreux défis. La connaissance intellectuelle ne suffit pas à faire des leaders. Il faut associer la formation de l'homme et de tout l'homme. Donc, un développement humain intégral qui est au cœur d'ailleurs de la publication annuelle la plus importante du PNUD. Une notion qui cherche à inclure le bien-être et pour certains, le bonheur. Est-ce que vous partagez cette synthèse avec moi? Totalement. Très bien. Alors, vu que notre invité a agréé cette synthèse, nous sommes aptes donc à passer à la deuxième étape de notre émission, la deuxième rubrique. Le moment est venu pour nous de tirer les conclusions et c'est bien sûr notre rubrique En clair. Alors, très cher invité, en clair, comment construire une administration publique plus performante et efficiente? Alors, vous savez qu'on ne peut pas aborder les questions de développement et de gouvernance sans parler de l'administration publique. L'administration publique est considérée comme le levier de l'exécution du développement. Et elle est censée justement, à l'orée de cette nouvelle décennie, qui est fortement marquée par des crises, notamment celle du Covid-19, elle est censée prendre en compte les préoccupations des usagers. Et je le disais d'entrée, la plupart des usagers auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est une population qui est jeune. Et donc, elle a des impératifs de proximité, des impératifs de célérité et de réactivité, essentiellement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer des techniques qui répondent à ces besoins-là. Je le disais tout à l'heure, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'avoir accès rapidement à certaines autorités. Donc, il faut développer des mécanismes qui permettent en permanence d'aller vers les populations, de recueillir leurs besoins et de les traduire en politique de développement. Aussi, nous sommes une génération NTIC, donc il faut inclure dans nos techniques de gestion des moyens qui permettent aux populations d'avoir rapidement accès à certains services administratifs. C'est en cela que notre système sera totalement en phase avec sa population et pourra mieux appréhender, mieux négocier les défis liés à cette nouvelle saison. Voilà. Alors pour vous, parvenir à un développement effectif et durable basé sur la participation inclusive et le respect de la dignité humaine est très important. Un mot là-dessus. Oui, c'est important dans la mesure où notre génération est une génération qui a accès à l'information. Et donc, ça suppose qu'il y a des impératifs également de transparence. Il y a des impératifs qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir suivre de bout en bout la gouvernance et de ne pas se sentir lésés. Donc, il est important que justement, par souci d'efficience, nous puissions parvenir à une structuration des choses qui permet à tout individu d'avoir accès à l'information sur la gouvernance, de se sentir suffisamment important pour ne pas se sentir écarté du système, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son niveau d'alphabétisation, quelles que soient ses origines. Donc, voilà. D'accord. Alors, comment redynamiser et former une jeunesse entreprenante aujourd'hui? Redynamiser et former une jeunesse entreprenante aujourd'hui. Wow. Je pense que cela passe par mettre en place des stratégies sur des valeurs. Vous avez parlé de jeunesse entreprenante, ça suppose qu'il faut lui inculquer les bases du travail. Donc, si nous mettons en évidence dans tous les différents secteurs des mécanismes qui permettent justement de faire émerger cette génération-là qui se reconnaît par le travail, on sera en train de faire passer un message à cette jeunesse-là. Donc, ça va supposer que nos petits frères derrière se donneront la peine de pouvoir se former, de pouvoir avoir en tout cas des résultats sur la base du travail et de la discipline.
Donc c'est une approche qui doit être intégrée dans tous les différents secteurs. Il est nécessaire que la méritocratie commence à primer, mais réellement sur les affinités. Que les valeurs du travail, de réussite soient mises en évidence pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'en inspirer réellement. Voilà. Peut-être dans nos établissements aussi mettre l'accent sur l'éducation civique. Hein. Oui, beaucoup d'accent. Je n'en ai pas parlé parce que c'est une discipline qui est encore enseignée. Peut-être que ce qu'il faut rajouter, ce sont des approches très pratiques et inclure justement dans l'éducation physique, l'éducation juridique. Vous permettre aux enfants, dès le bas âge, de pouvoir apprendre ce que c'est que leur droit, de pouvoir apprendre les règles juridiques qui encadrent notre société, de sorte que, très tôt, ils puissent connaître la limite de leurs droits et ne pas être des personnes, justement, qui vont empiéter sur les droits des uns et des autres. Voilà. Très bien. Alors, notre dernier point d'échange sera bien évidemment l'influence, parler de l'actualité, disons, de votre organisation. En ce moment, une caravane dénommée Influence Tout, vous en avez parlé déjà au cours de vos propos, à l'endroit des élèves du second cycle des établissements publics et privés. Alors, on aimerait en savoir davantage. Alors, c'est une caravane qui a été conçue justement pour pallier aux nécessités du développement et déployer un processus d'intégration et de responsabilisation des jeunes dans la conduite du changement. Et donc, nous avons jugé nécessaire de faire prendre conscience à la jeunesse très tôt de son importance dans la conduite du changement. Pour ce faire, nous avons ciblé les jeunes, les élèves, parce que nous savons que les élèves d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Oui. Donc nous avons décidé de sillonner les établissements, déjà pour leur faire prendre conscience, je le disais d'entrée, leur rôle dans les changements à venir, mais les aider à se projeter à l'avenir. Avec la crise du Covid-19, par exemple, elle a mis en exergue certaines irrégularités ou des failles qui pointent du doigt notre système éducatif. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas encore réussi à se pencher sur la question du vaccin, par exemple. Ça voudrait dire que l'aspect formation scientifique est à remettre en cause. Pendant que ici, nous éduquons nos frères et sœurs, peut-être juste à lire et écrire. Nous avons aujourd'hui des écoles en Chine qui permettent aux enfants aujourd'hui de fabriquer du gari. Pour dire que, dès maintenant, en mettant, au travers de ces sensibilisations-là, en mettant en exergue certains défis, nous sommes en train d'éduquer nos frères et sœurs à leurs responsabilités à venir. Donc, nous faisons ces sensibilisations et également nous essayons d'intégrer les différentes autorités des différentes régions que nous sillonnons dans ce processus-là, en leur permettant d'avoir un regard plus particulier sur l'environnement éducatif. Donc, en aidant les jeunes gens à avoir accès à la formation, à avoir accès aux livres, à avoir accès à des bibliothèques, à avoir accès à ce qu'il faut pour pouvoir facilement se former. Donc, nous sommes... pour le moment, au niveau de la région de la Libye, nous essayons tant bien que mal de faire notre bonhomme de chemin. Voilà, en espérant que d'ici l'année prochaine, nous puissions couvrir toute l'étendue du territoire ivoirien avec cette caravane. Très bien. Vous dites aider les jeunes gens à avoir des livres, à avoir des bibliothèques. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites en amont des collectes peut-être de livres ou bien ce sont les membres peut-être de l'organisation qui font des cotisations pour acheter ces livres? Comment vous faites justement, pour réaliser merci beaucoup pour votre question. Nous sommes une association très jeune, nous n'avons même pas 1 an. Et la stratégie justement que nous mettons en place, c'est un appel aux dons. Nous demandons aux uns et aux autres, et je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez, de pouvoir interpeller les uns et les autres sur la nécessité de s'impliquer davantage dans le système éducatif. Donc nous demandons aux uns et aux autres de nous faire parvenir tout simplement les livres que nous mettons à disposition des établissements et nous essayons de créer au sein des établissements des salles de recherche au sein desquelles il y a des livres, il y a du matériel informatique qui permet de faciliter l'apprentissage et la recherche. Des livres déjà utilisés mais en bon état. Exactement, exactement, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de votre passage sur ce plateau? Nous devons retenir que nous ne sommes pas trop jeunes pour pouvoir booster le développement de notre continent et qu'il est important, à partir du moment où nous nous sentons
suffisamment responsables de notre communauté, il est important que chacun, à son niveau, puisse d'ores et déjà commencer à s'engager, à s'impliquer davantage pour la conduite du changement et permettre à notre continent d'aller à un autre niveau de développement. Cela passe par la formation, cela passe par être sensible aux préoccupations liées à notre temps. Voilà, merci beaucoup. Alors, Manuela Bayela, vous êtes juriste de formation. Oui. Merci de nous avoir fait l'amitié de cet échange. Merci à vous. Nous avons été très honorés parce que vous êtes la première femme d'opinion qui passe sur ce plateau. Ah, voilà. Moi encore plus. Merci infiniment. Ça vous le remercie. Alors, chers téléspectateurs, retenons que pour avoir une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs défis comme ceux de la fragmentation de l'espace, de l'histoire et du savoir, de la refondation de l'État postcolonial, de la promotion de la démocratie et des droits humains et de la mise en place de nouvelles conditions de paix et de liberté, gage d'un développement certain. N'est-il pas nécessaire d'approfondir la formation et l'éducation des jeunes à travers des programmes scolaires consistants, puis de redéfinir les stratégies de résolution de conflits relatifs au système éducatif? Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, c'est une invitation, c'est une ouverture qui vous envoie des cartons d'invitation, surtout à vos réflexions. Cette émission est terminée, nous espérons que vous en avez appris pas mal. Merci donc à l'équipe de production, merci à vous qui nous avez suivis et rendez-vous est pris pour un autre numéro de 52 minutes avec.